toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'enquête internationale. Donc, on est parti en fait de rencontres en visioconférence et d'un questionnaire. Et là, ça va être des données très factuelles par rapport au retour des associations en question. Slide 2. Voilà, donc le format, il a été sous forme de rencontre en visioconférence et de questionnaire. Les objectifs, c'était vraiment de connaître la situation des enfants et des adultes avec TDC dans les autres pays et de repérer les bonnes pratiques chez les uns et chez les autres. Donc, les réponses là en question sont basées sur le retour de 5 pays, l'Irlande, avec l'association Dyspraxia DCD Ireland, de l'Italie, avec l'association AID2E, le Luxembourg, l'association Dyspraxie Luxembourg, la Nouvelle-Zélande avec Dyspraxia Support Group of New Zealand et le Québec, donc au Canada, avec l'Institut des troubles d'apprentissage, l'ITA. Slide 3. Donc, les principales missions de ces associations. En ce qui concerne l'Irlande, on est dans... alors, c'est ce qui nous a été remonté. La mise en place d'un programme de télésanté en ergothérapie et d'offrir une gamme de programmes de formation de qualité fondés sur des données probantes aux cliniciens et aux familles. C'est ce qui ressortait au niveau des objectifs principaux des associations. L'Italie, sensibilisation, information, déformation également, et établir des réseaux avec les institutions d'autres associations à travers le pays. Au niveau du Luxembourg, on était dans le renseignement auprès des familles et la formation des enseignants, essentiellement. La Nouvelle-Zélande, on est surtout sur le soutien aux personnes dyspraxiques et les proches aidants, les familles, et la sensibilisation auprès des enseignants, des employeurs et de toutes les personnes concernées par la dyspraxie TDC. Et au niveau du Québec, on est sur le soutien sur la réussite éducative et la pleine participation des personnes ayant des troubles des apprentissages au sens plus large, en outillant les familles, les milieux scolaires et les professionnels par la formation, l'accompagnement et la diffusion d'expertise et le partage. Slide suivante. Donc, la question avait été posée parce que le questionnaire était avec différents items. Et déjà, on voulait savoir si on parlait de dyspraxie, de TDC et de situation de handicap ou de reconnaissance de handicap ou pas. Alors, ce qu'il remonte du questionnaire, c'est que dans ces 5 pays, les 2 termes sont utilisés, que le TDC est essentiellement considéré comme un trouble moteur et un trouble des apprentissages, qu'il est peu reconnu comme handicap de façon intrinsèque et isolée, plutôt comme un empêchement, et qu'en fait, majoritairement, la personne va entrer dans le champ du handicap ou être reconnue en situation de handicap si d'autres troubles sont associés, TND ou autres. Slide suivante. Alors, le questionnaire portait sur les enfants et les adultes. Donc, on est parti sur le diagnostic pour les enfants. Donc, ce qu'il remonte, alors c'est une synthèse et c'est global, avec ce qui étaient les points saillants dans chaque pays. Donc, essentiellement, le pédiatre, le neuropédiatre, le psychomotricien ou l'ergothérapeute, qui sont les professionnels les plus sollicités dans ce cas-là. Il y a des tests standardisés, normés et des parcours structurés un peu partout, mais de façon très variable. Donc, alors il y a des erreurs, les lettres ne sont pas dans le bon ordre, il faudra les remettre au niveau de certains tests. Et puis, Wechsler, il doit manquer un S quelque part au niveau de l'échelle de Wechsler. Voilà, donc on est quand même sur des batteries d'évaluation du mouvement chez l'enfant, on est sur des tests de coordination motrice, d'évaluation du développement moteur,
des outils prédicteurs aussi de difficultés graphomotrices, voilà, et également comme la BA, la AS de 3, sur les capacités d'adaptation et les habiletés motrices et le traitement de l'information. Et également, il existe des centres dans les pays, donc ils appellent ça centres pour le développement des apprentissages ou centres locaux de services communautaires ou des cliniques spécialisées hospitalières en neuropédiatrie et en neurodéveloppement. Et systématiquement, les diagnostics sont posés par les médecins, comme chez nous. Et on avait demandé aussi le coût moyen de la prise en charge, s'il y avait justement des prises en charge par la Sécu, les mutuelles ou les systèmes, comment ça fonctionnait. Et donc, bon, là, il y avait une fourchette très large au niveau du reste à charge, selon les modalités de prise en charge dans les pays, évidemment. Mais ça pouvait aller de 300 à 3 000 euros. Slide suivante. Alors, sur le diagnostic, ce qui fonctionne bien et qui ressort au niveau de ces 5 pays, c'est que partout, il existe un diagnostic précoce, qu'il y a une approche et une évaluation multidisciplinaire, que l'environnement est très adapté lors de la passation du diagnostic, donc les conditions sont remplies pour que l'enfant soit à l'aise lors de l'évaluation. Il y a pas mal de collaboration entre les experts et ensuite les procédures sont connues et faciles à identifier pour les familles, donc qui ne sont pas trop dans des errances médicales finalement et qui savent maintenant où s'adresser. Slide suivante. Donc on est parti ensuite sur la rééducation. Donc là aussi, ce qui fonctionne bien, c'est en fait tout ce qui va être du ressort de la prise en charge complète dans le secteur public. Également, excusez-moi, je ne vois rien de loin, et le truc est très petit. Puis alors, ce blanc sur bleu, c'était pas terrible. Alors, de l'évolution du parcours en fonction des besoins, d'un suivi long possible en fonction des besoins également, et d'un travail efficace des ergothérapeutes, mais partout payant. Et ensuite, que les familles sont très impliquées dans le processus. Donc ça, c'est vraiment ce qui remontait au niveau des bons fonctionnements. Slide suivant. Donc, au niveau de l'accompagnement des élèves, les leviers qui ressortent, donc toujours pareil, au niveau de ces 5 états, c'est que partout à peu près, il y a du matériel qui est mis à disposition en termes d'ordinateurs, de tablettes, de calculatrices, etc. L'usage aussi de cartes mentales, de livrets numériques, audio. Donc ça, c'est très répandu comme pratique. Au niveau des adaptations et des aménagements pédagogiques et aux examens également. Alors, sur le papier parfois, mais ça existe. Au niveau parfois d'un programme unique entièrement dédié au TDC, selon une logique scolaire, clinique et communautaire. Ça, c'est pour Québec, je crois. Et un plan d'intervention rapide et flexible. Donc également des équipes de soutien aux élèves à besoins spécifiques organisées par soit les régions, les enseignants, les assistants spécialisés au sein de l'école et l'efficacité lorsque les enseignants sont formés. Les limites qu'on retrouve au niveau de tous ces pays, c'est comme chez nous, les disparités et donc du coup les inégalités territoriales, avec des disparités également de compétences chez les enseignants, la formation qui est considérée comme insuffisante des enseignants de partout, une accessibilité universelle qui est peu répandue dans les faits, et des délais d'accès aux aides qui sont trop longs, et un manque de dispositifs médico-sociaux qui viennent finalement faire écho à ce que nous vivons. Slide suivante. Alors, on passe aux adultes. Là, on a fait la même chose au niveau du questionnaire. Donc, au niveau du diagnostic, là, ce qui ressort,
c'est que tous les pays concernés considèrent qu'on est adulte à partir de 18 ans. C'était une question. Quand est-ce qu'on rentre dans l'âge adulte par rapport aux enfants? L'implication, elle vient majoritairement du neurologue ou de l'ergothérapeute auprès des adultes. Il y a un manque d'outils et de dispositifs spécifiques aux adultes. Et le coût est encore très variable selon le reste à charge partout. Donc inégalité pour l'accès à des tests, etc. Et un manque de personnes formées à la réalisation d'évaluations diagnostiques pour les adultes. Slide suivante. Donc, chez les adultes, toujours la rééducation cette fois. Donc là, constat de peu ou pas de programme spécifiquement dédié à l'âge adulte. Une approche souvent centrée sur le vécu. Un soutien psychologique important, quand même, dans beaucoup de pays. Des coûts aussi très variables en termes de rééducation, toujours pareil, et toujours un manque de personnes formées à la rééducation spécifique. Suivant. Après, on a demandé au niveau de l'accompagnement des adultes, on est parti sur, plus spécifiquement, les étudiants. Donc là, il ressort que partout, un temps supplémentaire est alloué, que le matériel est autorisé s'il y a reconnaissance de handicap, et on a vu au départ que la reconnaissance de handicap ne se faisait que s'il y avait comorbidité et troubles associés très souvent. L'aménagement aux examens également est proposé. Il y a une prise en compte des besoins, mais elle n'est pas systématique si hors champ du handicap. Et ensuite, là encore, beaucoup de disparités et de variabilité selon les établissements qui scolarisent les étudiants. Suivant. Pour les adultes, on est parti ensuite sur l'emploi. Donc là, il ressort que des aménagements de postes sont possibles, qu'il y a des dispositifs d'aide financière également qui sont mis en place dans les pays, qu'il y a une importance partout de la compréhension des répercussions du TDC de la part de l'employé et de l'employeur. Voilà, on fait juste ressortir que ça serait très important, mais ce n'est pas forcément mis en place, et qu'il y a un réel besoin de sensibilisation des employeurs. Suivant. Au niveau de la vie sociale, peu de dispositifs spécifiques. Tout le monde souhaite un meilleur accès aux aides. Importance des groupes de pairs qui peuvent exister un peu partout. Et un vrai risque d'isolement qui ressort. On est parti ensuite, suivant, sur le permis de conduire. Peu d'adaptation dans ces pays, un besoin criant d'instructeurs formés et de laisser du temps par rapport au temps de latence, par rapport aux personnes avec TDC. Alors, suivant, sur la formation des professionnels. Les leviers qui ressortent, c'est que lorsque il est demandé aux professionnels, ils sont dans la majorité motivés pour monter en compétences. Donc il y a un besoin et des demandes de formation. Les formations qui sont dispensées le sont par des personnes ayant une véritable expertise, donc des formations qualitatives. Il y a pas mal d'initiatives locales qui fonctionnent et qui sont très positives. Il est proposé aussi dans certains pays des formations en ligne pour toucher le plus de monde possible, donc avoir une large diffusion. Et également, en Italie, il y a une formation continue obligatoire pour les professionnels avec des crédits de formation. Bon, pas forcément sur les TND et le TDC, mais en tout cas, ils ont la possibilité. Et au niveau des limites, ce qu'il ressort, c'est que globalement, la formation est insuffisante dans tous les pays, qu'il y a une forte méconnaissance spécifique du TDC et que les formations proposées sont orientées
sur d'autres TND, essentiellement TSA et TDAH. Suivant. Alors, la recherche, très peu développée dans certains pays, qui vont du coup avoir une dépendance à la recherche internationale, puisqu'ils n'ont pas in situ des comités scientifiques spécifiques, et donc ce qui crée d'importantes disparités et inégalités au niveau de la recherche européenne et même mondiale au niveau du TDC. Suivante et dernière. Merci. Donc, si on fait le bilan de toute cette enquête et de tout ce qui a été prélevé, bien les forces, c'est qu'il ressort une approche multidisciplinaire partout, que les aménagements scolaires sont sur le papier et proposés partout, et qu'il y a une implication des familles. Les faiblesses qui ressortent, c'est le manque de formation, c'est le peu de dispositifs spécifiques pour les adultes et des inégalités d'accès partout. Ce qui fait consensus en termes de demande et d'efficacité, c'est le diagnostic précoce, c'est l'approche globale et toute la coordination des acteurs qui fonctionne très bien. Et dans les perspectives, eh bien, il y a vraiment le désir d'une formation des professionnels ad hoc en termes d'évaluation, de diagnostic ou de rééducation, des dispositifs spécifiques pour les adultes. Beaucoup de travail a été fait auprès des enfants, mais beaucoup moins sur les adultes, et ces enfants deviendront adultes, et du travail sur la recherche. Voilà pour notre enquête, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis bénévole et moi j'ai une question vraiment en amont en fait par rapport au corpus des associations. Je me demandais si comment vous les avez identifiées. Est-ce que c'est par leur, je dirais la qualité des propositions. Est-ce que voilà, comment ça s'est passé? Parce que je m'interrogeais sur d'autres pays. Quand on voit effectivement les efforts qui sont faits dans les pays scandinaves sur l'égalité, sur l'éducation, sur des questions quand même sociales assez avancées, si effectivement il n'y avait pas de partenaire, par exemple, je ne sais pas, en Suède ou au Danemark, des pays comme ça, si vous avez contacté des gens qui voulaient bien jouer le jeu ou qui étaient particulièrement actifs. Alors c'est ça, en fait, dans la genèse du projet, c'est quand on s'est monté en copile et en groupe de travail pour travailler et pour préparer le colloque. Bon, pour le coup, j'ai été chargée de missionner pour glaner le plus possible d'interlocuteurs au niveau d'abord européen, et puis après on s'est rendu compte que on avait peu de retours au niveau européen, donc on est parti aussi au niveau international, et en fait c'est des recherches avec l'intelligence artificielle, qui m'ont permis de trouver les associations. On voulait travailler avec associations ou fondations de parents. Et donc, j'ai eu toute une liste de contacts. Et on est allé, on a contacté par mail, j'avais des coordonnées, on a téléphoné, on a demandé des visios, et on a eu des retours, ou pas. Donc parfois dans des pays, on n'a eu aucun contact, aucune coordonnée, on ne trouvait pas. Et c'est pas faute d'avoir essayé de gratter un petit peu. Et donc on a fait avec tous ceux qui ont bien voulu nous retourner les questionnaires. Là, tout à l'heure, Vincent a présenté toute la liste. Et après, ceux qui ont bien voulu répondre à l'enquête. Donc ça a duré sur plusieurs mois, tout ça pour avoir tous ces retours, en fait. Mais c'est pour ça que ce n'est pas une vision exhaustive. On sait qu'il existe d'autres et d'autres personnes qui se sont beaucoup plus impliquées, comme Sharon Lane, qui est là aujourd'hui avec nous, ou nos amies italiennes qui vont participer. Mais oui, on sait qu'il existe dans d'autres pays, mais on n'a pas été en contact avec ces personnes.